Salut la gang, bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation en partenariat avec TV78, un numéro spécial enregistré au Canada et plus précisément à Montréal, dans la province du Québec. Voici le sommaire de cette émission. Zone Europe. De la provocation et de l'audace, des auteurs québécois revisitent les contes de notre enfance. De la spontanéité, de l'humour et de l'émotion, l'impro, un art incontournable à Montréal. Montréal, un symbole de tolérance, nous vous emmènerons explorer le village, quartier gay emblématique. Attachez vos tucs, c'est parti. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles à Montréal. Je suis mêlé, je m'en mêle les pédales. Je suis tout mêlé dans les rues de Montréal. Aujourd'hui, à Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer, t'aimer toujours. Montréal, Montréal, oublie-moi pas. Si je m'installe loin de toi. Avant d'aller plus loin, on va s'intéresser à Montréal, ville culturellement riche. L'histoire coloniale française y a laissé son empreinte. L'immigration a ensuite joué un rôle clé. Direction le même, le centre des mémoires montréalaises. J'ai rendez-vous avec Catherine Charlebois, responsable du contenu des expositions. Zone Europe. Catherine, Montréal est une ville façonnée par les Montréalais. D'abord les autochtones, ensuite il y a eu des vagues d'immigration qui sont succédées à partir des années 60. On a eu les Européens, on a eu des Asiatiques qui sont venus à Montréal. Est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont a été fait Montréal et sa culture? Bien, vous mettez l'accent sur quelque chose qui est quand même assez important, c'est-à-dire c'est l'injection de toutes ces vagues d'humains qui sont venus occuper le territoire. Effectivement, les Autochtones d'abord, parce que Montréal était l'endroit qu'on appelle Montréal aujourd'hui est un endroit très, très important pour différents peuples autochtones pour se rencontrer annuellement. C'est un grand centre, éventuellement aussi d'échanges et éventuellement aussi les colonisations. Donc, d'abord la colonisation française, puis ensuite britannique. Pendant longtemps, Montréal est un carrefour d'échanges, notamment dans le commerce de la fourrure, qui va avoir un lien beaucoup entre les territoires du Nord-Ouest et la mère patrie en France et après ça en Grande-Bretagne. Et tranquillement, à travers le 19e siècle, le 20e, le 21e, bien, va se succéder des vagues d'immigration qui vont s'accélérer au cours du 19e siècle, puis ensuite au 20e. Mais comme vous l'avez précisé, la ville que l'on connaît aujourd'hui, multiculturelle, où on trouve plein de restaurants de toutes sortes de nationalités, puis qui semble être une signature de la ville, ça s'est beaucoup développé à la fin des années 60, début des années 70, et ça n'a fait qu'augmenter et se diversifier. Mais ce qui est intéressant de préciser, en fait, au niveau du peuplement de Montréal et du façonnage de la ville par rapport à ces vagues-là, c'est que le fait qu'elle a la culture française comme une culture signature a fait qu'elle a eu à la fois on pourrait dire, des vagues plus internationales. Parce qu'il y a eu des populations d'origine francophone et d'origine anglophone et autres qui sont venus s'installer. Donc, Montréal est encore plus diversifié dans sa population et dans les origines de sa population qu'une ville comme Toronto, par exemple, où on penserait que Toronto est encore plus multiculturel, mais non. Montréal l'est encore plus de par sa personnalité francophone. Sans toute cette diversité qu'on est en train d'évoquer, Montréal ne serait pas la ville qu'elle est aujourd'hui? Bien, je pense que ça vaut pour beaucoup de villes, mais effectivement, les populations, les couleurs, on va dire les bagages culturels que ces gens-là transportent avec eux, va influencer, impacter. On a eu des communautés importantes qui ont changé le visage de la ville. Et on pourrait même penser, même très loin, quand il y a la colonisation française, au niveau de l'architecture, la colonisation britannique, quand on se promène dans le vieux Montréal, c'est une architecture qui est du 19e, totalement britannique. Ça a un impact sur la couleur. On a plusieurs quartiers qu'on va dire
entre guillemets, on pourrait dire culturel, c'est-à-dire quartier chinois, un quartier portugais, un quartier italien. Mais tout ça est coloré parce qu'il y a des vagues d'immigration, les commerces, la restauration, tout ça fait que ça donne une couleur. Mais je pense que ce qui est aussi un élément très signature de Montréal, c'est que toute cette variété-là se vit quand même dans un certain vivre ensemble. Donc, il peut y avoir des points de tension, c'est sûr. Comme partout. Mais c'est pas on pourrait dire la marque de commerce, c'est plutôt un vivre ensemble qu'un vivre de tension, malgré toutes ces cultures-là qui se côtoient au quotidien. Ici, au Centre des mémoires montréalaises, vous parlez de Montréalité. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de ça? Je pense que c'est un terme sympathique pour mélanger Montréal et réalité, parce que le même, en fait, se préoccupe beaucoup de la culture populaire, de cette histoire-là, de la j'aime moins ce terme-là, mais la petite histoire du quotidien, la vie des gens, les témoignages de tous les jours. C'est ce qui nous intéresse beaucoup et c'est aussi cette volonté-là de faire en sorte que le musée n'est pas le seul porte-voix de l'expérience montréalaise ou être la seule personne pour en parler. En fait, nous, on invite les Montréalaises, les Montréalais à parler de leur ville aussi à l'intérieur des murs du MEM. Donc, effectivement, quand on vient au MEM, on va rencontrer, entre guillemets, Montréalaises et Montréalais qui vont nous parler de leur ville, parce qu'on mise beaucoup sur le témoignage, beaucoup sur le vécu, beaucoup sur l'expérience citoyenne de la ville. C'est la meilleure façon de raconter justement l'histoire d'une ville, c'est en se basant sur les témoignages des habitants? Bien, c'est peut-être pas... c'est une des bonnes façons, je crois, de le faire. C'est pas nécessairement la meilleure, mais pour nous, c'est celle qui fait beaucoup de sens sur pouvoir exprimer ce qu'est être Montréalais, Montréalaise. Quand vous me parlez de la Montréalité, bien moi, comme Montréalaise, je peux vous en parler, mais cette réalité-là, elle est plurielle. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir un peu le dialogue par rapport à comment raconter la ville avec toutes ces multiples expériences-là. Et quoi de mieux que les gens qui vivent cette histoire-là, qui la vivent au quotidien ou qui la vivent depuis très longtemps, pour venir en parler avec d'autres Montréalaises, Montréalais et aussi les touristes qui viennent nous visiter. C'est un peu cette idée-là, c'est peut-être faire découvrir l'essence, l'ambiance, le quotidien, la réalité, on pourrait dire le feel de Montréal. C'est pas évident à décrire, mais quand on a toute l'accumulation de ces expériences-là, on commence à un peu plus le ressentir. C'est la culture, en fait. La culture montréalaise, oui. Aujourd'hui, au Centre des mémoires montréalaises, quelle est votre mission? Bien, notre mission est de faire vivre cette expérience-là montréalaise. On a une mission aussi de conserver de l'histoire. On a une collection, de collecter justement de la mémoire, des témoignages sur la ville. Mais je vous dirais que notre mission, c'est de créer un lieu dont une partie est accessible gratuitement, avec des expositions payantes aussi, mais qui permettent de faire rayonner ce que l'on trouve de plus beau, de plus charmant montréalais, mais aussi de présenter des aspects qu'on soupçonnerait moins ou des enjeux de société. Comme quoi, par exemple? Bien, par exemple, ça peut être aussi sur la vie dans les deux langues. Quand on parlait de langue d'impact d'immigration, bon, bien, quel est l'impact d'une présence forte française et anglaise? Donc, c'est un enjeu, c'est un débat de société, c'est quelque chose qui revient souvent, mais qui colore la ville. Ça peut être aussi sur la pauvreté, par exemple. Il y a des enjeux de société qu'on présente parce qu'on aime bien présenter ce qu'on pourrait ressentir être Montréal, mais il y a toujours une face cachée à toutes ces histoires-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé parce que le MEM a été... je pense que ce qu'on présente, c'est une vue quand même assez intéressante de point de vue montréalais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le MEM a aussi été conçu avec les Montréalaises, les Montréalais. Parce qu'on a fait... Pour le concevoir, cet espace-là, on a fait beaucoup de consultations pour que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils aimeraient voir, sur ce qu'ils ressentir. C'est ce qui, quand on leur demandait, mais c'est quoi Montréal? Bien, c'est avec eux qu'on a un peu la réponse. Parce qu'à quelque part, notre mission, c'est un peu d'explorer ça. Montréal, c'est quoi? Montréal, c'est qui?
Donc, je dirais que c'est un peu ce qu'on présente au même. Alors, quand on vient ici, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y voit? Bien, on y voit un lieu sympathique et chaleureux où on a la chance de tranquillement déambuler, on pourrait dire, à l'intérieur, dans l'extérieur de Montréal, parce que tous les espaces publics, c'est un peu comme si on se promenait dans les rues de Montréal. Donc ça, les espaces sont accessibles gratuitement, mais aussi dans les espaces payants, bien, dans l'expo permanente, les expos temporaires, bien, on présente des aspects on va plus en profondeur sur certains aspects de la ville. On va découvrir des objets, on va découvrir des histoires, des témoignages, avoir l'occasion de participer à des activités culturelles. Ça peut être des conférences, des ateliers familiales. On a aussi 2 expositions temporaires qui sont faites avec les Montréalaises et les Montréalais, qu'on crée en co-création avec eux. Et ça, c'est toujours accessible gratuitement. Donc ça, c'est vraiment une mise en valeur du vécu montréalais dont on est très, très fiers. Parce que on partage l'espace avec les gens qui vivent la ville. Donc, encore une fois, on n'est pas les seuls à parler de Montréal. On le fait avec nos communautés. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir été avec nous pour cette interview. Bien, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Le soleil inonde le terminal et le dôme fait danser les scandales en format original. Je rentre à Montréal. Revoir Montréal sous la neige au soleil et me sentir encore en amour avec elle. J'apprécie mon nouveau réel, j'ai fait voyager mon moral. Je sens que la journée sera belle, me revoici à Montréal. Montréal, l'idéal, c'est de me garder près de toi. Aujourd'hui encore, je vois en aurore boréale Montréal. C'est un élan dans l'air glacial. Jeter la mer à Montréal. Oh Montréal, t'es tellement froide, une ours polaire dans l'autobus. Je m'inspire du pire pour m'enrichir. Je t'aime tellement que j'hallucine. Oubliez tout ce que vous savez sur Le Petit Chaperon Rouge, Les Trois Petits Cochons ou bien encore La Belle au Bois dormant. Un collectif d'auteurs québécois revisite ces contes traditionnels dans des versions pour adultes avec de la violence et de l'érotisme. Rencontre avec Simon Rousseau et Louis-Pierre Sicard. Zone Europe. Simon Rousseau, Louis-Pierre Sicard, vous faites partie du collectif d'auteurs des contes interdits. Au total, c'est une quarantaine d'histoires qui ont été réadaptées. Vous êtes une quinzaine d'auteurs aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans ce collectif-là. Ouais. Simon, je vais m'adresser à vous dans un premier temps. Comment tout ça a commencé? Quelle est l'histoire des contes interdits? Alors, j'ai eu l'idée des contes interdits, c'était en 2014, je crois. À cette époque-là, je n'étais ni publié et je n'étais pas un éditeur non plus. Ça a pris quelques années pour que l'idée germe comme il faut dans ma tête. Puis, rendu en 2016-2017, j'ai été publié chez les éditions ADA. Et à un moment donné, on avait un petit meeting d'auteurs et j'ai parlé de l'idée à certains auteurs, dont Louis-Pierre et Christian-Yvan Godbout. Et puis, l'idée leur a plu. On a proposé l'idée ensuite à l'éditeur. Lui aussi, ça lui a plu. Donc, on s'est lancé là-dedans. L'idée, en tant que telle, vient d'un jeu vidéo qui s'appelle A Wolf Among Us, qui est elle-même basée sur une série de comics qui s'appelle Fable, dans lequel des personnages de contes de fées se retrouvent dans le même univers. Et c'est un univers très mature. C'est vraiment pour adultes, avec beaucoup de violence, du sexe et tout. Là, je me disais, est-ce qu'on peut faire ça en roman, mais que chaque roman est indépendant et chaque roman est écrit par un auteur différent? Et ça a donné les contes interdits. Donc c'est comme ça que la belle histoire a commencé. Ouais, exact. Pour citer quelques exemples, donc vous avez réadapté en version trash, si on peut dire, La Belle au Bois dormant ou encore Blanche-Neige pour vous, Louis-Pierre. Donc c'est vous qui avez écrit ces deux-là notamment, dont certains autres aussi. Vous, Simon, il y a aussi La Belle et la Bête ou encore La Reine des Neiges. Comment vous décidez quelles histoires, quels contes vous allez réadapter? Alors c'est très simple. Au tout départ, moi je savais que le premier que je voulais écrire c'était Peter Pan. Et les autres auteurs avec qui j'étais, je leur ai dit, ben, c'est simple, vous prenez celui que vous voulez, tant que c'est libre de droit, évidemment, que c'est dans le domaine public. Et puis, faites-en ce que vous voulez, quoi. C'est avec le succès ensuite qu'il y a eu il y a énormément de contes, on est rendu à 35-40. Là, il y a une petite sélection qui se fait et chaque fois, les auteurs viennent me voir, me dire, est-ce que je peux faire celui-là? Et je regarde, bah oui, ou non, si c'est déjà réservé par un autre auteur, si c'est déjà prévu ailleurs.
Mais c'est aussi simple que ça. Hein. Au Québec, on dit à la bonne franquette. On dit ça aussi Oh, en France. pardon. On le dit un peu partout. Pour que les auditeurs et les téléspectateurs puissent se faire une idée dans le cas de vous, Simon, vous avez écrit... Louis-Pierre, excusez-moi, dans le cas de Réponse, par exemple. Comment se passe la réadaptation? Quelles sont les différences entre votre version et la version originale? En fait, vous avez mentionné la version originale et vous avez raison. La première étape, dans le cas d'une réécriture comme celle-là, c'est d'aller voir l'œuvre d'origine. On connaît souvent les réadaptations, par exemple, par Disney, mais c'est d'aller voir la version vraiment originale qui, on va souvent le constater, va être beaucoup plus violente que les adaptations édulcorées qui suivent. Donc, on va prendre l'œuvre originale, on va la lire, puis on va regarder les éléments clés, des éléments majeurs qui pourraient être finalement pervertis. Par exemple, dans Réponse, c'est l'histoire d'une jeune orpheline qui a survécu à l'incendie de son orphelinat, qu'elle aura elle-même causé, on découvrira au fil du récit, et qui va capturer des jeunes filles, les nourrir jusqu'à temps que leur chevelure atteigne la longueur désirée et va finalement les scalper pour revêtir leurs cheveux, un peu comme une perruque. Donc, vous voyez que l'image, le symbole de la chevelure longue, etc. revient, mais bon, c'est dans un contexte complètement sordide. En fait, vous prenez les éléments un peu clés des histoires et des contes, mais l'histoire même change complètement et ça n'a rien à voir, c'est pas forcément à la même époque. Effectivement, parce qu'un des plaisirs de la lecture des contes interdits, c'est de retrouver des éléments qu'on connaît déjà et de voir comment ceux-là ont été modifiés. Donc, il y a vraiment la nouveauté, mais aussi le fait de retrouver des éléments qu'on connaît déjà. Pour réexpliquer une autre histoire, Simon, Peter Pan, ça nous raconte quoi? Oui, ça raconte l'histoire déjà de Hook, qui est le personnage principal, c'est pas Peter Pan, qui est un policier à la retraite qui se fait engager pour une enquête un peu particulière. Mais tu sais, juste pour résumer le profil du personnage, mon Hook à moi, il a la main tranchée, il avec un crochet qui est une espèce de prothèse, parce que lors de sa dernière enquête, il a capturé un tueur en série cannibale qui se faisait appeler le Crocodile, qui lui-même affectionne beaucoup la marque Lacoste, parce que c'est un petit crocodile, la marque. Mon Peter Pan, c'est quelqu'un qui ne veut pas vieillir du tout, parce que justement, il a été traumatisé par des adultes. Il ne veut pas devenir comme eux. Ma fée Clochette, c'est une trafiquante de drogue, nymphomane assez trash. Donc voilà, on s'amuse avec beaucoup de personnages. Simon, pour rester avec vous, vous êtes auteur dans le collectif des Contes Interdits, mais vous êtes aussi directeur éditorial chez les éditions Ada. Ouais. Quelles limites on met quand on écrit des contes comme ça, quand on réadapte des contes? Quelles limites on se met, que ce soit à la fois pour la violence, mais aussi pour l'érotisme? Alors, le principe de la série, c'est justement de ne pas avoir de limites. Je dirais que s'il y a une limite, ça serait pas vraiment de gratuité. Si c'est vraiment gratuit et qu'on le sent que ça ne sert pas l'histoire du tout, on essaie d'éviter. Mais sinon, si on avait des limites, si on s'imposait des limites, ça ne correspondrait pas vraiment au concept, je dirais. Alors forcément, au bout d'un moment, les contes, on a fait le tour. Vous avez élargi les possibilités de réadaptation. Oui, quelques exemples. La Bête du Gévaudan, qui est plus une légende de chez vous, d'ailleurs. La Chasse-Galerie, qui est plus une légende de chez nous. On a élargi un petit peu avec les légendes parce que bon, ça intéressait autant les gens. On s'est rendu compte, au début, on hésitait à le faire. Mais quand on a annoncé le premier, je pense que c'était justement la Chasse-Galerie qui s'éloignait un petit peu du corpus de contes. Et ça fonctionnait quand même. Donc les gens ont apprécié, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas. Au-delà de la réadaptation en version adulte de tous ces contes, il y a un autre enjeu, c'est mettre en valeur et faire ressortir le côté québécois. Louis-Pierre, comment vous faites justement pour le faire ressortir? Il y a plusieurs manières, en fait. C'était une consigne de base que Simon nous a donnée au tout départ. C'était de situer l'histoire au Québec. Donc, c'est une des rares consignes qu'on avait, en fait, parce que le but, c'était de laisser les auteurs libres d'explorer leur imaginaire comme ils le souhaitaient. Tout est situé au Québec. Donc, tout se situe au Québec ou dans un lieu indéfini. Il y a certains... Faut au moins qu'il y ait un personnage, que le personnage principal soit québécois, sinon que le décor soit au Québec. Et forcément, ça vient avec un langage particulier, un langage qui va paraître un peu singulier pour les lecteurs français. Cela étant dit, je précise en passant que la version des éditions Contredire a eu certaines adaptations, finalement, au niveau des dialogues. Donc, ça va être un petit peu moins dépaysant pour le lecteur français de prendre l'édition de Contredire. Donc, c'est ça, c'est situé géographiquement au Québec où le personnage vient d'ici. Ensuite, il y a le langage. Puis, bon, comme on a dit, c'est autant découvrir les légendes de chez vous que découvrir les légendes de chez nous. Et comment on peut les adapter, dis-je bien, avec le climat aussi, très nordique du Québec. Il y a plusieurs contes qui vont se dérouler l'hiver dans le nord du Québec avec un climat plutôt hostile. Vous avez parlé un peu de chez nous. Donc, en France, vous avez un public là-bas assez défini. Vous l'avez déjà rencontré.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir que, outre-Atlantique, à des milliers de kilomètres de chez vous, vous avez un public qui vous lie et qui vous suit et qui vous supporte? Je pourrais vraiment en parler longtemps. Ça fait énormément chaud au cœur parce que je vous dirais que quand on écrit, la première chose qu'on veut, c'est d'être lu. Et bon, de savoir qu'on est lu, une chose chez nous, c'est extraordinaire, mais au-delà de l'océan, c'est encore plus grand. Et c'était notre plus grande surprise quand on est allé aussi chez vous l'automne dernier pour faire notre tournée de dédicaces dans le nord de la France notamment, que de voir autant de lecteurs qui sont prêts à faire des heures de route pour venir nous rencontrer. Franchement, je pense que tous les auteurs québécois rêvent de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Pour le côté québécois, encore une fois, il va ressortir cette fois-ci un peu plus en série télé sur le petit écran. Qu'est-ce que ça vous fait tout simplement de voir ça, tous vos contes réadaptés avec des acteurs, avec des moyens parfois peut-être gigantesques? On va voir ça. Qu'est-ce que ça vous fait? Alors déjà, c'est un rêve. Hein? Je pense que c'est le rêve de tout auteur de voir ses écrits adaptés à l'écran. Mais déjà, ça risque d'être autre chose qu'une série au petit écran. On parle déjà plutôt d'une série de films qui pourrait peut-être être sur des services de streaming et tout ça. On n'a pas encore tous les détails du tout. On a très peu d'informations, mais c'est génial de voir que des acteurs incarnés aux personnages et tout ça. Non, c'est vraiment un grand rêve. À voir quand est-ce que ça va paraître. On n'en a aucune idée. Ça peut prendre des années. Mais c'est pas grave, on va rester patient. Et sinon, on a aussi d'autres médiums qu'on va exploiter, notamment très bientôt. On pense transformer les contes interdits en romans graphiques, en bande dessinée. On va l'annoncer. C'est un scoop qu'on vous offre ici. On risque de l'annoncer assez bientôt sur les médias sociaux. Toujours avec la même bande d'auteurs pour les bandes dessinées? Alors en fait, ça va être les mêmes œuvres qu'on a déjà écrites, mais les auteurs auront très peu d'implication avec la BD. On veut laisser la place à un autre artiste pour qu'il s'exprime vraiment bien là-dedans, mais ouais. Alors avec tout ça, potentiellement une série télé, potentiellement des bandes dessinées, il y a la volonté de toucher un autre public aussi qui peut-être n'est pas forcément client des contes interdits tels qu'on les connaît. C'est clair. Nous, on voit nos lecteurs, c'est particulièrement des femmes. 90 à 95 % de nos lecteurs sont des femmes. C'est une bonne partie. Oui, une très grosse partie même. Et j'ai l'impression qu'avec non seulement des films ou de la bande dessinée, on va aller peut-être chercher justement plus d'hommes dans notre bassin de lecteurs. Ça va être cool à voir. Merci beaucoup Simon et Louis-Pierre d'avoir été avec nous pour cette interview. Alors je le rappelle, vous faites partie du collectif d'auteurs des contes interdits aux éditions Ada. On peut les retrouver sur Internet et en librairie, dont en France. Merci beaucoup. Merci. Je me suis perdu dans le ciel, et je pensais pour ne plus jamais redescendre. Je reste ici, la vie est belle. Son mari est tout le temps parti en business aux États-Unis. Tu ne demandais qu'une épaule pour t'appuyer dans mon lit, dans tes bleus. C'est une autre discipline artistique très populaire à Montréal, l'impro. Pour certains, c'est un loisir. Pour d'autres, l'opportunité d'apprivoiser la scène pour ensuite se lancer dans l'humour ou la comédie. J'ai rendez-vous avec Armand Duverdier, coordinateur de projet chez La Rocambolesque. Zone Europe. Armand, l'improvisation, on connaît tous le mot, on sait ce que c'est, mais un spectacle d'improvisation, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe ? Vaste question. Alors l'impro, en fait, ça peut prendre beaucoup de formes quand on parle d'un spectacle. Là, ce soir, ce qu'on va avoir, par exemple, ça va être un match d'improvisation. C'est le format le plus répandu au Québec. Ça a été créé justement il y a une quarantaine d'années, ici même, à Montréal, par des comédiens qui voulaient développer un petit peu plus l'art théâtral, puis rejoindre un petit peu plus les populations. Donc ils se sont inspirés du format du match du hockey pour le transposer sur scène. Et donc vraiment c'est le format qui prédomine ici. Mais ça se développe de plus en plus sous d'autres formats, que ce soit dans toute la francophonie, dans le monde ailleurs également anglophone. On peut avoir des spectacles de type cabaret où c'est des jeux, des défis improvisés. On peut avoir des pièces de théâtre improvisées également, complets. Donc ça peut varier, des comédies musicales improvisées. Il y a vraiment plein de formats différents qui se peuvent. Donc votre premier endroit, quoi ne pas dire, quoi ne pas faire dans une bibliothèque. Bonne fête, Martin! J'ai trouvé vos magazines. Est-ce que vous avez un isoloir? Ah, ça a l'air bon, ce petit chef de Chris, c'est tout collé. On peut dire que ça fait partie intégrante de l'ADN de la ville de Montréal.
Alors à Montréal, au Québec, oui, effectivement, ça a même été reconnu comme un art à part entière il y a quelques années. Il y a la Ligue nationale d'improvisation qui a travaillé, œuvré en ce sens. Donc ça se répand de plus en plus. Il y a beaucoup de monde qui en ont fait lorsqu'ils étaient élèves au secondaire. Ça existe un petit peu partout, des ligues à Montréal et dans l'ensemble du Québec. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'école, au lycée, au collège, comme tu l'as dit? Oui, bah ici c'est ça. C'est vraiment une activité parascolaire à part entière. Donc il y a plein de jeunes qui peuvent découvrir cet art-là, qui poursuivent ensuite au cégep. Puis il y a de l'improvisation qui se peut pour tout le monde en fait. Notamment avec mon organisme, on essaie de développer ça, de rendre ça accessible pour qui veut en faire. Alors pourquoi s'orienter vers des spectacles de type improvisation tels que tu viens de nous expliquer plutôt que vers des pièces de théâtre classiques comme on connaît tous? Toi par exemple, qu'est-ce qui t'a poussé à t'orienter vers cette voie-là? Alors parfois c'est juste une situation de circonstance, parfois c'est juste que l'improvisation ça mène à nous sans qu'on le veuille. Moi j'ai commencé l'improvisation en arrivant à Montréal. J'avais un background de théâtre justement dans mon école secondaire quand j'étais jeune. Et en arrivant ici, je savais que l'improvisation existait, j'ai voulu essayer et je suis jamais reparti depuis, vraiment. J'ai commencé à faire des ateliers, des cours dans différents organismes, dont celui pour lequel je travaille désormais, mais c'est à force d'en faire, au-delà du théâtre, de l'improvisation même, c'est vraiment les rencontres, les gens qu'on peut rencontrer, les activités sociales que ça entraîne, qui est vraiment intéressant aussi dans la pratique de ça. On tisse plus de liens avec des camarades d'improvisation qu'avec nos camarades de théâtre classique par exemple? Je saurais pas dire forcément, mais c'est vraiment l'impro, on est tellement dans le présent, dans le partage de choses sur scène, en dehors aussi, que évidemment ça donne accès à une partie des autres, de soi, qui est toujours le fun à découvrir. Donc en termes d'amitié, moi par exemple, mon cercle social est vraiment composé de beaucoup de monde d'improvisation, parfois trop je dis, mais c'est toujours le fun avec des gens qui partagent les mêmes passions de côtoyer. On l'a évoqué au début d'interview, là où ça diffère des pièces plus classiques de théâtre telles qu'on connaît, c'est que l'impro, eh bien, ça ressemble presque à une compétition sportive. On a, tu l'as dit, des matchs, on a même des ligues. Et comme le sport, voilà, il y a des compétitions, on se challenge un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce fonctionnement-là? Comment ça se passe? Pourquoi des ligues? Comment se passe un match? Comment on gagne un match aussi? Alors à la base, le match en tant que tel était pensé justement sous le format compétitif avec un arbitre, deux équipes, l'arbitre qui donne des thèmes et les équipes qui jouent soit ensemble, soit séparément. Ensuite, le public vote sur ce qu'il a préféré, donc ça fait des points. Il y a tout un système justement de pointage qui existe autour de cela. À la base, le format de match se voulait plus comme un décorum, comme un genre de mise en scène autour de la mise en scène, mais ça a pu devenir de plus en plus compétitif selon les endroits où on en fait. À Montréal, il y a beaucoup de ligues d'improvisation qui existent, qui sont séparées les unes des autres. Il n'y a pas de fédération d'improvisation qui existe en tant que telle, même s'il y a eu plusieurs projets qui ont essayé de se lancer. Je crois qu'il y en a encore un en ce moment. On va voir où est-ce que ça peut mener, mais c'est dur un petit peu de fédérer tout le monde comme on ferait avec une fédération de sport, de tennis, de hockey, etc. Ce qui existe plus au secondaire ou au cégep, par exemple, il y a vraiment des ligues d'improvisation pour les jeunes qui là sont chapeautées par un organisme où les écoles se rencontrent entre elles, où parfois les rivalités peuvent exister, mais on essaie malgré tout de garder ça le plus sain possible, parce que ça reste, comme je disais, un spectacle pour le plaisir. Puis parfois, quand la compétition prend le dessus là-dessus, ça peut devenir, on va se le dire, malsain, parce qu'on veut aller faire la blague par-dessus l'autre, au détriment de l'écoute, au détriment du partage, comme je disais. Donc c'est un peu une notion à doser, la compétition, la compétitivité en impro. Ouais. Ça transmet des valeurs justement de partage et de tolérance, même en laissant l'autre, son adversaire, si on peut dire, prendre le dessus sur nous. Ça transmet des valeurs, l'improvisation? On essaye le plus possible. Moi par exemple, je coach des jeunes au secondaire, puis à chaque fois qu'on a un match avec une autre équipe, il y a toujours le classique de dire on joue avec et non pas contre. Parce que, comme je disais, si on veut faire un bon spectacle, ça prend deux équipes qui jouent ensemble. Quand on rencontre une équipe qui peut être ce qu'on appelle un petit peu rude, jouer des coudes, c'est toujours moins agréable à jouer. Donc c'est un petit peu, comme je disais, de jouer avec cette nuance-là de la compétition. Comment est-ce qu'on fait pour aller montrer qu'on fait de la belle improvisation, mais en même temps intégrer l'autre équipe. Donc ça prend vraiment des valeurs d'écoute,
de construction ensemble. Donc même si on se confronte avec nos adversaires, le but premier reste malgré tout de fournir un bon spectacle pour le public qui vient voir. Exactement, ça c'est le but à la base, vraiment de faire en sorte que le public sorte gagnant finalement de ça. Mais là on parle vraiment du match en tant que tel, mais il y a vraiment beaucoup d'autres formats qui existent, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui en ont fait au secondaire, qui n'aiment pas cette compétition-là, qui vient un petit peu les brimer et qui s'éloignent de ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer d'autres formats, des choses qui soient justement sans pression, sans vote, sans compétition, comme on l'a mentionné, parce qu'on se sent parfois plus libre aussi. Personnellement, moi, je suis toujours un petit peu dans la balance entre les deux. J'aime bien ça. Parfois, ça fait du bien d'être un petit peu challengé comme ça, mais parfois ne pas être dans ce truc-là, de cette dynamique de est-ce que je vais gagner le point, le vote, ça peut. Alors, est-ce qu'il y a des astuces pour être bon en impro? Est-ce que, par exemple, il faut avoir une bonne culture générale ou un bon sens de la répartie? Est-ce qu'il y a des petits tips à avoir? Vaste question. Dans le fond, l'improvisation, ça se travaille. C'est comme souvent on fait beaucoup de cours, d'ateliers avec mes jeunes. Par exemple, je fais beaucoup de pratiques. Donc ça c'est pas forcément inné. Il y a des gens qui ont des prédispositions forcément pour parler en public et tout ça, mais ça peut se développer aussi. Et s'il n'y a pas de recette miracle, par exemple, pour faire l'improvisation, on est tellement dans l'instant présent que parfois une blague peut faire lever la foule un soir, puis la même blague dans un autre contexte va totalement tomber à plat. Donc il n'y a pas vraiment de recette miracle pour ça. Par contre, quand on travaille en atelier, c'est accentuer certaines dynamiques de jeu, savoir comment développer son écoute, savoir créer des personnages, savoir le scénario d'une histoire, comment la développer. Donc tout ça, ça prend un petit peu de culture générale, mais parfois c'est sa propre culture qui peut venir aussi nourrir l'histoire. Et est-ce que quelqu'un de timide, voire même d'introverti, a ses chances lors de spectacles d'impro et même lors de matchs d'improvisation? Je dirais que moi-même j'en suis un petit peu la preuve, puisque de base je me considère comme quelqu'un d'introverti, mais l'impro m'a permis justement de travailler un petit peu sur cette introversion-là, sans la répudier en tant que telle, mais je suis très à l'aise avec ça, mais c'est juste me rendre compte que ça m'a permis de m'ouvrir vraiment d'un point de vue social. Comme je disais, sur scène, souvent j'ai tendance à être beaucoup plus à l'aise que ce que j'ai pu l'être par le passé. Et oui, c'est même un outil, un levier de développement personnel, si je peux aller là-dedans, là, mais oui, ça aide grandement. On travaille là-dessus, on intervient parfois avec des gens qui veulent justement sortir de leur timidité, développer leur aisance à l'oral, et l'impro, c'est un outil qu'on peut travailler à ce niveau-là. Pour donner quelques grands noms qui sont passés par l'improvisation, on a Jamel Debbouze en France avec Arnaud de Samer également, qui ont commencé par des spectacles d'improvisation avant de se lancer personnellement dans le stand-up. Est-ce que l'improvisation au Québec et à Montréal, ça représente un tremplin parfois? Ça peut. Il y a beaucoup de comédiens, acteurs, actrices et gens du milieu théâtral justement qui sont passés par l'improvisation et qui en font encore. Je connais moins le milieu en France justement. Je sais que Jamel et Arnaud Samer que tu citais sont passés par là, puis il y a eu un parcours vraiment qui a favorisé ça. Au Québec, c'est reconnu. Souvent, il y a beaucoup de comédiens qui ont dit on a déjà eu l'occasion de jouer avec sur scène par le passé, ou il y a des noms qui sont connus aussi à ce niveau-là. Donc oui, c'est reconnu. Ça surprend personne de savoir qu'un tel humoriste a fait de l'improvisation ou en fait encore. Merci beaucoup Armand d'avoir été avec nous. Merci à toi, c'était très fun. Check mon bag est real. Tu voulais pas me donner le chemin, fait que j'ai continué tout seul. Je peux écouter la musique que je veux, mais j'ai personne pour rouler mes backwoods quand je roule. Les 1990 devraient nous laisser tous pour toi. Devraient nous laisser tous gagner. Montréal se veut très ouverte. La ville est réputée pour sa diversité et sa tolérance. Et justement, nous voici dans le village, l'un des quartiers gays les plus connus au monde. On y trouve des institutions comme le Cabaret Mado ou bien des clubs de stripteaseurs. Et j'ai rendez-vous avec Hugo, le gérant du Stock Bar. On risque de voir des gosses et des graines, mais ça n'a rien à voir avec du jardinage. Faudra pas partir en feu. Zone Europe.
Alors Hugo, premièrement, quelle est l'histoire du Stock Bar? Stock Bar a une histoire très intéressante en fait. Donc on est à notre 37e année d'existence. Avant, en fait, c'est une nouvelle localisation ici. Avant, le Stock Bar était sur la rue Saint-André, un petit peu plus haut dans le village. A déménagé à cause de son grand succès, en fait, pour avoir des locaux plus grands, pour accommoder plus de personnes, plus de clientèle. Suite à ça, aussi, un autre événement marquant du Stock Bar, au début des années 2000, il y a eu un feu, en fait, dans la discothèque qu'il y a au-dessus du Stock Bar. Puis le système pour contrer l'incendie, en fait, a provoqué une grosse inondation. Le bâtiment était une grande perte presque au complet. Donc, il y a eu une reconstruction, un renouveau. Mais là, ça fait presque 20 ans là, en ce moment qu'on est sur pied dans ce local-là, vraiment. Récemment, Stock Bar, cette année, en fait, ou l'année dernière, en avril, a été racheté. Des nouveaux propriétaires très ambitieux qui ont une vision différente puis une vision très, très grande pour l'entreprise. Ils ont également investi énormément dans des rénovations. Le bar est méconnaissable par rapport à ce qui était avant et maintenant, avant les rénovations, puis désormais, en fait. Donc, on est passé d'une grande pièce à vraiment un bar qui est divisé en sections, des sections qui ont des assignations différentes. Donc, c'est très, très intéressant ce qu'on fait en ce moment. Ce changement de propriétaire, justement, ce regard nouveau, ça apporte quelque chose de positif au Stock Bar et à l'image du Stock Bar? Oui, absolument. Donc, les nouveaux propriétaires en tant que tels ont une vision différente des anciens, sont moins ancrés dans leurs vieilles habitudes, on pourrait dire. Donc, sont très ouverts au changement, très ouverts à l'expérimentation également. Ils ont pour but, comme vision, de faire revivre le bar. Puis, ils sont également très, très impliqués dans le village, donc de faire revivre le village à travers le bar également. Alors le village, on va y revenir dans un instant, mais avant tout, c'est un bar très spécifique. En quoi il fait partie de la culture et de l'histoire de Montréal? Oui, absolument. Donc le Stock Bar était un précurseur, ça fait quand même longtemps que c'est là un précurseur dans du village, des entreprises du village. Il n'a pas toujours été à la localisation ici, mais ça a toujours été un lieu de regroupement, un lieu où est-ce que les tabous tombaient vraiment, un lieu où est-ce que les hommes pouvaient se rejoindre, pouvaient rencontrer d'autres hommes également, pouvaient explorer leur sexualité sans avoir à se commettre. Donc, ça a vraiment été, surtout dans le temps que ça a été fondé, ça a été, l'homosexualité était pas un sujet qui était nécessairement facile d'approche ou facile à atteindre au niveau. C'était peut-être aussi un peu les années SIDA à ce moment-là, quand le bar est arrivé, c'était un contexte compliqué. Absolument, fin des années 60, début des années 70, absolument. On venait juste de sortir de ça, puis en fait, il y a eu une grosse, on pourrait appeler une grosse, ça a été un fléau, vraiment, surtout dans la province de Québec, dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal. Il y a eu énormément de personnes qui ont été atteintes et qui sont fait décimer par cette maladie-là. C'est là aussi que les groupes d'aide sont arrivés. Les groupes d'aide aux communautés minoritaires sont arrivés. Miels Québec, entre autres, qui fait un excellent travail au niveau de dépistage, d'information également. Le village, on en a parlé dans la question précédente. C'est un quartier particulier, c'est le quartier emblématique LGBT, si on peut dire, de Montréal. Vous pouvez nous dire quelques mots sur ce quartier, justement? Absolument. C'est le village, en fait, c'est une icône. Le village de Montréal est reconnu à travers le monde. C'est une icône pour la communauté puis la liberté de l'expression sexuelle puis de l'expression de l'identité de genre, surtout. À se promener dans les rues du village, on voit de tout, puis on voit surtout que les gens sont capables de vivre leur propre personne puis de vivre leur propre expression sans avoir à se faire juger. Puis l'acceptation est vraiment très ancrée dans les valeurs du village. On se promène dans les commerces également. On l'appelle le village d'une certaine façon parce que tout le monde se connaît ici. C'est une communauté qui est très, très proche, très, très serrée. C'est magnifique, en fait. Alors le lieu, comment il a évolué au fil des années? Aujourd'hui, on le voit à l'intérieur du bar, c'est une clientèle mixte que vous accueillez, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, en effet. Donc, il y a quelques raisons à ça.
à la base, à l'origine, puis c'est jusqu'à très récemment, en fait, qu'on s'est mis à accueillir une clientèle qui est féminine également, mais avant ça, c'était un bar qui était réservé exclusivement pour les hommes. À un certain point, en fait, il y a eu, parmi les raisons pour lesquelles est-ce que les femmes ont commencé à se faire accepter, premièrement, augmenter le bassin de clientèle, aussi de se rendre compte que les hommes sont pas nécessaires. On a dépassé l'ère où est-ce que les hommes avaient besoin d'un espace juste à eux autres pour se rencontrer entre hommes. L'ancienne idée derrière ça, c'est que si on a l'autorisation aux femmes de fréquenter ces milieux-là, ça viendrait un peu rompre cette sorte de sécurité-là que les hommes ont entre eux autres. Mais étant donné que l'acceptation de l'homosexualité est rendue vraiment répandue, c'est plus un problème qu'on rencontre vraiment. Fait qu'on a pu ouvrir notre porte aux femmes. Puis il n'y a pas eu vraiment de résistance par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a eu un peu par rapport les hommes qui fréquentent l'établissement depuis des dizaines d'années ont sourcillé un petit peu, mais l'énergie n'a pas changé. Puis en fait, même au contraire, ça apporte une énergie nouvelle, une énergie plus dynamique. Alors tout ça, ça démontre aussi quand même un certain rapport au corps, que ce soit pour les danseurs qui se produisent sur scène, mais aussi pour les spectateurs et les spectatrices. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça démontre une certaine ouverture d'esprit aussi qu'il y a ici à Montréal. Absolument. Puis ça, c'est d'autant plus intéressant. Il y a plusieurs facettes qu'on peut aborder cette question-là. Mais oui, la nudité, en fait, on est un des endroits. Montréal, c'est une place de choix. Puis on a une clientèle qui est beaucoup américaine aussi, parce qu'on offre un produit, on offre un service qui n'est pas disponible ailleurs, c'est-à-dire de la nudité sur scène devant une audience. Puis c'est quelque chose qui, au début, la première fois qu'on approche ça peut être intimidant un petit peu, mais plus on baigne dedans, puis plus ça devient facile d'accès, puis plus on devient à l'aise avec ça, puis c'est intéressant autant pour les performeurs que pour les spectateurs, parce que ça permet aux deux, en fait, de communier à travers ce tabou qui tombe là, qui est la nudité. C'est aussi intéressant par rapport au fait, l'orientation sexuelle des danseurs. On a énormément de danseurs qui sont hétérosexuels, qui vont danser pour des hommes gays. Fait quand on parle que les barrières tombent à travers les années, c'est vraiment, on est un excellent exemple de ça. C'est quelque chose de positif, ça? Absolument, absolument. Très. On parle depuis tout à l'heure de l'évolution du stock bar, que ce soit pour à la fois pour les danseurs, mais aussi pour la clientèle. Oui. Mais aussi, vous souhaitez maintenant des nouvelles propositions, notamment avec des drag queens. Je pense à ça, c'est un exemple. Mais vous en avez d'autres, justement? Absolument. On a complètement ouvert nos frontières, en fait, à offrir des représentations qui sortent un peu des barèmes puis des cadastres de ce qu'on offrait avant. Donc, avant, on était vraiment un bar qui était dédié au strip club, qui était dédié aux danseurs nus. Suite à quoi, avec la nouvelle acquisition, les nouveaux propriétaires, on a pu diversifier notre offre. On a eu des représentations de spectacles de drag queen, puis on va continuer d'en avoir. Drag brunch le dimanche, on va continuer d'en avoir. L'été dernier, on faisait des soirées qui étaient réservées pour les bachelorettes, les nouvelles mariées, on va continuer de faire ça. Spectacle burlesque, on va continuer de faire ça. On a fait notre salle est adaptée pour des exhibitions, des écoles de danse qui louaient la salle pour faire des spectacles. On va continuer de faire ça. On a des invités internationaux qui sont venus également. Philippe Rose de Village People est venu performer il y a quelques semaines. C'était incroyable. On diversifie notre offre, on diversifie ce qu'on présente aux gens, puis on a une excellente réponse par rapport à ça. Alors pour terminer, ça sera ma dernière question. Les danseurs qui se succèdent tous les soirs sur scène, quels sont leurs profils et surtout quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir pour pouvoir performer ici au Stock Bar en tant que danseur? Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est intéressant également, qui est un beau changement qu'on a fait selon moi, par rapport à ce que l'entreprise était avant. C'est-à-dire qu'avant, le Stock Bar était reconnu pour son armée de danseurs qui étaient des grands baraqués. Puis c'était vraiment le seul pan qu'on offrait aux gens. C'était des grands garçons baraqués, musclés, tu vois, c'était vraiment les athlètes. L'idée qu'on a maintenant est vraiment différente dans le sens que chaque goût est dans la nature, puis à cause que chaque goût est dans la nature, puis que chaque goût est justifiable à avoir, bien, on a chaque profil physique de danseur est justifiable à avoir. C'est-à-dire que maintenant, on a encore des danseurs qui sont plus grands, plus larges, mais on en a aussi qui sont plus petits, on en a qui sont moins musclés, on a des poilus, des pas poilus, comme je disais tantôt,
tantôt des hétérosexuels, des homosexuels. On a vraiment une variété. Il y en a qui ont des tatous, il y en a qui n'en ont pas, des barbes. C'est vraiment, on offre absolument de tout. Puis ça aussi, ça transparaît à travers notre clientèle parce que ça vient que ça diversifie également notre clientèle. Les hommes viennent ici en sachant qu'ils vont avoir au moins quelqu'un qui va leur plaire sur scène. Pour ce qui est des qualités que les danseurs ont à exhuber, bien, vraiment, c'est l'entre-gens, c'est la plus importante. S'ils sont capables de bien aller chercher, d'être dynamiques, puis de bien approcher leur clientèle, ils vont prospérer au sein de notre entreprise, puis il n'y aura absolument aucun problème avec ça. Bon, donc il en faut pour tous les goûts, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Hugo, pour cette interview. Merci, Mathis. Je reviendrai à Montréal dans un grand Boeing bleu de mer. Le destin était si audacieux. Sous les étoiles à Montréal. Je suis mêlé, je m'en mêle les pédales. Je suis tout mêlé dans les rues de Montréal. Aujourd'hui, à Montréal, je suis en amour. Je t'aime comme un fou, puis je vais t'aimer toujours. Montréal, Montréal, oublie-moi pas. Si je m'installe loin de toi. Il est temps de crisser son camp. Zone Europe, c'est terminé. J'espère que vous aurez eu autant de fun que nous. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. À très bientôt. Passez une méchante de bonne soirée. Zone Europe sur Sensation.